Depuis des centaines de millions d'années, la nature a sélectionné l'ondulation comme la meilleure façon de se déplacer sous l'eau. Ce mouvement naturel est la source d'inspiration de l'hydrolienne Hill Energy. Cette hydrolienne de 3e génération fonctionne aussi bien dans les océans et les mers avec les marées que dans les fleuves. Cette grande capacité d'adaptation est la force de l'hydrolienne Hill Energy. C'est pourquoi elle va révolutionner le monde des énergies renouvelables. Les lieux d'implantation dans les océans sont 1000 fois plus nombreux que ceux des hydroliennes classiques, ce qui permet également une meilleure maintenance. L'hydrolienne Hill Energy peut être aussi installée partout dans le monde où il y a des fleuves et des marais, et notamment sur les côtes anglaises et françaises, qui représentent le plus fort potentiel mondial de courants marins. L'hydrolienne Hill Energy est très respectueuse de l'environnement. Elle ne produit pas de déchets, ni de pollution sonore ou visuelle, et elle n'émet pas de CO2. Elle ne présente aucun danger pour la faune marine. Tant que la Lune tournera autour de la Terre, l'hydrolienne Hill Energy fournira de l'énergie partout sur la planète. Une énergie inspirée de la nature, propre et responsable. Moins coûteuse et beaucoup plus performante, qui utilise la force inexploitée des courants marins, des marées et des fleuves. C'est pourquoi nous avons rêvé d'une hydrolienne innovante. Et c'est pourquoi nous avons réalisé ce rêve. Voilà, c'est fini. Donc en fait, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les rivières, dans les mers. Fleuve, oui, pour les courants de marée, plus près du micro. Ça va être la moitié du temps, puisque les marées sont intermittentes, il y a l'étal et ça marche pas tout le temps. Mais oui, on est parti d'un principe que l'hélice n'existe pas sous l'eau. L'hélice existe sur Terre. Vous avez des graines qui font comme des hélicoptères pour aller se planter plus loin. Sous l'eau, l'hélice n'existe pas. L'ondulation a été sélectionnée par la nature. Les poissons, il faut savoir que l'animal le plus rapide sur Terre, il est sous l'eau, c'est un poisson qui avance à 130 km/h. Et tout ça, rien qu'avec ses muscles, il avance dans quelque chose qui est 1000 fois plus dense que l'air. Donc, il paraît évident que nous, sans être physicien, parce que moi je suis le seul non-ingénieur de la société, en fin de compte, vous allez vite comprendre, c'est qu'une hélice, la surface si c'est une bipale ou 3 pales ou 4 pales, la surface est limitée. Nous, toute la membrane va être une surface de captation. Et donc, on capte beaucoup plus d'énergie qu'une hélice. Et surtout, ce qui est dit dans le film, c'est, on dit, il y a 1000 fois plus d'endroits où les installer par rapport aux hélices. Malheureusement, vous avez peut-être entendu que Open Hydro, une société qui avait été rachetée par la DCNS, Naval Group, a fait faillite. Pour que ces hélices tournent, il fallait plus de 3 mètres secondes de vitesse de courant, donc il y avait très peu d'endroits où les installer. Elle a fait faillite. Nous, on peut démarrer dans certaines conditions à 0,7 mètres par seconde. Donc ça marche pas dans la Seine, parce que dans la Seine, c'est 0,5, 0,6 mètres seconde. Donc si vous entendez un jour dire des gens, on va récupérer l'énergie de la Seine, c'est faux. Mais on peut commencer à produire de l'énergie et en fait, le coût de l'énergie va être en fonction du coût de la vitesse du courant. C'est-à-dire, on peut pas inventer de la puissance. On peut pas créer de la puissance où il y en a pas. La puissance, c'est la force de l'eau. En France, on a vu sur les côtes, il y a plein d'endroits où il y a des courants de marée avec des courants puissants où on peut vraiment faire de la puissance. Et il y a des fleuves aussi. Et nous, notre premier objectif, en fin de compte, c'est on travaille sur une machine. J'ai entendu à salon du biomimétisme, less is the power of nature. Et en fin de compte, c'est ce qu'on a fait pendant nos derniers essais. On a essayé de simplifier au plus possible, de manière à diminuer les coûts de production de la machine et d'arriver à avoir des coûts d'électricité qui s'approchent des 100 euros du mégawatt. Donc voilà, on fait beaucoup de progrès là. On apprend. On est les seuls au monde à travailler sur cette technologie. Il n'y a personne qui est là pour nous aider. C'est une équipe de 7 ingénieurs. On a l'Ifremer qui nous aide. On a Dassault Systèmes qui nous a pris dans son laboratoire pour nous aider sur tout ce qui est simulation. On a une grosse entreprise, quand même, Hutchinson, qui est une filiale de Total, qui nous aide aussi.
Et surtout, au capital, il y a des entrepreneurs qui savent encore prendre des risques. Et c'est les chaudières Frisquet, vous avez sûrement entendu parler, c'est la Rolls-Royce des chaudières en France. Et François Frisquet est ingénieur, il a fait les arts et métiers, il sait prendre des risques et il a vu cette machine. Il a dit comme moi, il a vu la puissance que ça pouvait générer dans le bassin de l'Ifremer et il s'est dit ben là il y a une histoire et c'est lui qui a participé à la dernière levée de fonds de 3 millions. Donc, on cherche pas spécialement de l'argent pour le moment. On en a trouvé. On a la BPI qui nous aide. On a le crédit d'impôt recherche aussi qui nous aide pas mal parce que nous, toutes les dépenses que l'on fait, c'est de la recherche et donc on récupère 30% de nos dépenses, voire plus en chèque de l'État. Alors là, c'est des fois difficile à recevoir parce que l'État n'aime pas faire des chèques, mais la loi existe et si nous, on ne touche pas le crédit impôt recherche, je ne sais pas qui c'est qui va le toucher. Donc on a des problèmes des fois pour le toucher parce que c'est des montants quand même qui sont entre 300 et 500 000 euros par an selon ce que l'on dépense. Donc, enfin, oui, moi, je dirais que la France est un paradis fiscal pour les startups, parce que si vous avez un bon produit et que vous savez bien le vendre, eh bien, vous arrivez à avoir un panoplie d'aides, que ce soit le crédit impôt recherche, la BPI, enfin, des fois les locaux aussi, parce qu'il faut savoir que nous sommes basés à Boulogne-sur-Mer. Et on a vraiment beaucoup d'appui. Ensuite, si ça marche pas, ça marche pas. Et voilà, j'ai entendu des gens râler, dire la France laisse tomber la DCNS. Enfin, on arrête les hydroliennes. Si elles marchent pas, ben, c'est normal qu'on arrête de balancer de l'argent sur quelque chose qui marche pas. Voilà, c'est naturel. Donc, si j'ai bien compris, il faudrait plutôt subventionner en France ce type d'hydroliennes pour faire en sorte que l'usine et les ingénieurs restent en France. Vous avez vu les images. On a essayé d'apporter un peu de crédibilité dans ce secteur parce que je vous dis pas que dans les énergies renouvelables, les hydroliennes, on n'en parle même plus. C'est-à-dire, vous avez le ministre de l'Environnement qui prend à la transition, il dit oui, on va s'occuper de l'éolien, de la biomasse, du panneau photovoltaïque, l'hydrolien. Ça a disparu de l'écran radar. On n'en parle plus du tout. Alors qu'on a un potentiel en France qui est juste monstrueux. Est-ce que la Garonne et le Rhône, c'est suffisant comme débit ? Oui, le Rhône, oui. Garonne, un peu la Garonne aussi, il y a des endroits, notamment à Bordeaux, où on peut mettre des machines. Oui. On va trouver des solutions, ça. Merci, Franck. Merci.